pendant que je souffrais dans la salle d'accouchement, mon mari, un homme accompli, était occupé à assister à une réunion importante. En plus de cela, il avait envoyé un avocat pour me remettre les papiers du divorce. Mais il ne savait pas que ce moment allait changer sa vie à jamais. La salle d'accouchement aurait dû être un sanctuaire de joie. Pour moi, Amélie de Montaigne, elle est devenue la scène de la trahison ultime. Pendant que j'endurais les douleurs du travail pour mettre au monde l'héritier du vaste empire Montaigne, mon mari a envoyé un avocat. Pas avec des fleurs, mais avec les papiers du divorce. C'était une frappe froide et calculée, conçue pour me briser au moment où j'étais la plus vulnérable. Le conte de fées était un mensonge. J'étais en train d'être jeté. Mais mon mari et sa puissante famille ont commis une erreur fatale, ils ne connaissaient pas le secret de mon grand-père. La douleur était une marée blanche et brûlante qui me submergeait, puis me relâchait juste assez longtemps pour que je puisse reprendre mon souffle avant que la vague suivante ne s'abatte. Chaque contraction était un resserrement brutal de tout mon être, une force primitive et dévorante qui était devenue tout mon monde. Les murs beiges et stériles de la suite d'accouchement de l'hôpital Saint-Louis semblaient vibrer de mon agonie. À travers le voile de tout cela, je m'accrochais à une pensée, à une image, le visage de Richard. Richard, mon mari, l'homme dont le sourire m'avait d'abord captivé lors d'un gala de bienfaisance, un éclair de chaleur authentique dans une pièce pleine de politesse apprise. Richard de Montaigne de la société Montaigne, un nom synonyme de vieille richesse, de pouvoir et du genre d'influence qui façonnait les horizons et les paysages politiques. Il était censé être ici, me tenant la main, sa voix grave étant une encre apaisante dans cette tempête de douleur. Il avait appelé une heure plus tôt, sa voix tendue et désolée. « Chérie, je suis tellement désolé. Une réunion d'urgence du conseil d'administration. L'accord Lefebvre est sur le point de s'effondrer. Je dois être ici. Je serai là dès que ce sera terminé. Je te promets. » La déception avait été une piqûre cuisante, mais je l'avais refoulée. C'était Richard. Son travail était exigeant, une bête qui avait toujours besoin d'être nourrie. Je comprenais. J'avais toujours été l'épouse compréhensive. « C'est bon, mon amour, avais-je murmuré, une contraction rendant ma voix tendue. Juste, dépêche-toi. Il arrive. Je le ferai, il avait juré. Je t'aime, Amélie. Je t'aime aussi. Maintenant, une autre vague montait. J'ai serré la main de l'infirmière, une femme gentille nommée Maria, mes phalanges blanches. Respire, ma chérie. Tu t'en sors très bien, m'a encouragé Maria d'une voix douce. Une île de calme dans la tempête. Juste au moment où la contraction se calmait, me laissant tremblante et ruisselante de sueur, il y eut un coup sec et professionnel à la porte. Ce n'était pas Richard. Je connaissais son coup. Le rythme désinvolte et confiant. Celui-ci était différent. Un homme dans un costume parfaitement coupé, incroyablement cher, est entré. Il avait le genre de visage complètement oubliable, conçu pour se fondre dans la masse, pour passer inaperçu. Il portait une mallette en cuir lisse et dégageait une aura d'efficacité détachée qui ressemblait à un souffle d'air arctique dans l'intimité chauffée de la pièce. « Madame de Montaigne » a-t-il demandé, sa voix plate, dénuée de toute émotion. Maria, l'infirmière s'est avancée immédiatement, son corps formant un bouclier protecteur. « Monsieur, c'est une salle d'accouchement privée. Vous ne pouvez pas être ici. » L'homme ne lui a prêté aucune attention, son regard fixé sur moi, qui était calé contre une montagne d'oreillers, mon corps douloureux et exposé. Je suis Martin Dubois du cabinet d'avocats Lambert et Associés. J'ai une livraison pour Madame de Montaigne. De Monsieur Richard de Montaigne. Mon cœur, qui battait à un rythme frénétique de douleur, a semblé bégayer et s'arrêter. Lambert et Associés. Les avocats de Richard. Pourquoi enverrait-il quelqu'un ici maintenant? Une livraison, ai-je demandé, ma voix rauque. Peut-être que c'était une surprise. Un cadeau ridicule et extravagant que Richard avait arrangé pour s'excuser de son absence. Un acte de propriété pour une nouvelle maison, peut-être. C'était le genre de geste grand, légèrement mal avisé, pour lequel il était connu. Monsieur Dubois s'est approché du lit, posant sa mallette sur la chaise du visiteur. Il l'a ouverte avec une série de clics froidement précis. Il n'a pas sorti une boîte en velours ou une enveloppe élégante. Il a sorti une épaisse pile de papier reliée dans une couverture légale bleu austère. Il les a posés sur la table roulante au-dessus de mon lit, à côté d'une tasse de glaçons à moitié vide. Ceci requiert votre signature,
Madame de Montaigne, a-t-il dit d'un ton aussi clinique que celui d'un chirurgien. J'ai fixé le document. Les lettres en gras sur le dessus semblaient se brouiller et s'affûter, se moquant de moi. Pétition de dissolution de mariage. Les mots n'avaient aucun sens pour moi. C'était comme lire une langue étrangère que je n'avais jamais vue auparavant. Dissolution de mariage. Divorce. Je ne comprends pas, ai-je balbutié, regardant des papiers au visage impassible de l'avocat. C'est une erreur. Il y a une erreur. L'expression de Monsieur Dubois n'a pas vacillé. Il n'y a pas d'erreur, Madame de Montaigne. Monsieur de Montaigne a été très clair dans ses instructions. Il vous demande de les signer dès que possible pour assurer un processus rapide et simple. Il a tapoté un doigt parfaitement manucuré sur la ligne de signature. Il a été très généreux dans l'accord de règlement, compte tenu de la brièveté de votre mariage. La brièveté de mon mariage. 18 mois. Une romance éclair. Un mariage mondain qui avait fait parler de lui à Paris. 1 an et demi de ce que j'avais cru être de l'amour, de construction d'une vie, de création du bébé qui se frayait actuellement un chemin vers le monde. Une autre contraction a commencé à monter, un grondement sourd et menaçant. Mais cette fois, c'était différent. C'était entrelacé avec un nouveau genre de douleur, une agonie psychique si aiguë et aveuglante qu'elle menaçait de me déchirer plus sûrement que l'acte physique de l'accouchement. Non, ai-je murmuré, secouant la tête, mes yeux écarquillés par une horreur naissante et dévastatrice. Non, il ne ferait pas ça. Pas maintenant. Pas comme ça. L'avocat a sorti simplement un stylo de sa poche de poitrine et l'a posé soigneusement à côté des papiers. Mes instructions sont d'attendre la signature. Maria, l'infirmière, a retrouvé enfin sa voix, son ton empreint d'indignation. Sortez. Sortez d'ici tout de suite ou j'appelle la sécurité. Monsieur Dubois a eu un léger haussement d'épaule, presque imperceptible. Comme vous voulez. J'attendrai dehors. Mais Madame de Montaigne, a-t-il dit, son regard se fixant sur le mien, une lueur de quelque chose de froid et de définitif dans ses yeux. Retarder ceci ne changera pas l'issue. Cela ne fera que la rendre plus publique. Monsieur de Montaigne souhaite gérer cela avec discrétion. Je vous suggère de faire de même. Il s'est tourné et est sorti, fermant la porte avec un léger clic définitif. La pièce était silencieuse, sauf pour mes respirations irrégulières et frénétiques. Le document à couverture bleue reposait sur la table comme un serpent venimeux. L'accord de règlement. Généreux. Discrétion. Les mots résonnaient dans mon esprit, une litanie cruelle de trahison. La réunion d'urgence du conseil d'administration. L'accord Lefebvre. Tout cela était un mensonge. Un mensonge soigneusement construit, brutalement exécuté. Il n'était pas en réunion. Il était ailleurs, avec quelqu'un d'autre, pendant que j'étais ici, seul, dans le moment le plus vulnérable de ma vie, recevant les papiers du divorce. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Ce n'était pas juste une rupture. C'était un acte de violence psychologique profonde. C'était conçu pour me briser. La pleine force de la contraction suivante m'a frappé et un cri s'est échappé de ma gorge. Mais ce n'était plus seulement un cri de douleur physique. C'était le cri brut et guttural d'un cœur déchiré en deux, d'une vie démolie, d'un amour dont je réalisais maintenant qu'il avait été une fraude complète et totale. Mon conte de fées ne s'était pas juste terminé. Il avait explosé, ne laissant derrière lui qu'une poussière toxique et radioactive. Et à cet instant, alors que la douleur menaçait de m'engloutir entière, un nouveau sentiment a commencé à couver dans les cendres de mon cœur, la rage. Les heures qui suivirent furent un flou d'agonie, un enfer désorientant, où la douleur de mon corps et la douleur de mon âme ont fusionné en une seule symphonie insupportable. Les bips cliniques des moniteurs étaient la bande-son de mon monde en train de s'effondrer. Chaque poussée était alimentée par une fureur primitive désespérée. Je n'accouchais plus seulement d'un bébé. J'expulsais le poison, les mensonges, le fantôme de l'homme que je croyais aimer. Et puis, après une éternité, ce fut terminé. Un nouveau son perça le brouillard, un cri brut et puissant. Mon fils. Ils l'ont placé sur ma poitrine, une petite créature agitée au visage rouge avec une touffe de cheveux foncés, tout comme Richard. Pendant un moment, voir ses cheveux fut comme un nouveau coup de poignard dans le cœur. Mais ensuite il a ouvert les yeux, et c'étaient mes yeux, les yeux de mon grand-père, d'un bleu profond et plein d'âme. À cet instant, le monde s'est remis sur ses gonds. La trahison, l'avocat, les papiers,
tout cela s'estompa pour devenir un faible grondement. Il n'y avait que cet amour nouveau, féroce, dévorant. Un amour qui était réel. Bonjour, petite, ai-je murmuré, ma voix brisée, des larmes coulant sur mon visage et se mêlant à la sueur sur mon front. C'est toi et moi maintenant. Je l'ai appelé Marcus, d'après mon grand-père, Marcus Bernard. Pas Marcus de Montaigne. Il porterait mon nom, mon héritage, pas le nom souillé de l'homme qui avait essayé de les effacer tous les deux le jour de sa naissance. Le froid des montagnes est descendu rapidement. Un arrangement floral somptueux, ostentatoirement grand, est arrivé de ma belle-mère, Cécile de Montaigne, avec une carte qui disait « Félicitations pour la nouvelle arrivée. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Pave, nous avons hâte de rencontrer notre petit-fils. Pave, nous vous aimons. » C'était une signature d'entreprise, un package de départ sous forme florale. Il n'y eut pas d'appel, pas de visite. Le silence était aussi calculé et cruel que l'arrivée de l'avocat. J'avais été retiré de la narration familiale avec une précision chirurgicale. Le jour après la naissance, mon amie fidèle, Clara Martin, a fait irruption dans la chambre, son visage une tempête de fureur et d'inquiétude. Clara, une rousse fougueuse qui dirigeait une galerie d'art à succès, était mon amie depuis l'université, son détecteur toujours finement réglé. Je suis venu dès que j'ai entendu, a dit Clara d'une voix basse et frémissante alors qu'elle m'enveloppait dans une étreinte prudente. Elle a regardé le bébé endormi dans le berceau avec émerveillement. Puis ses yeux sont tombés sur le document bleu toujours posé sur la table de chevet. Son visage s'est durci. Ce salaud. Je jure devant Dieu, Amélie, je vais rayer son Aston Martin de pare-choc à pare-choc. J'ai réussi un sourire faible et larmoyant. Mets-toi en file. Clara a rapproché une chaise, son énergie étant une chaleur bienvenue dans la pièce froide. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, ai-je admis, mon regard dérivant vers mon fils. Il y a une heure, je pensais que j'allais m'effondrer, mais ensuite je l'ai regardé, et j'ai su que je ne pouvais pas. J'ai détourné le regard vers la fenêtre où l'horizon gris de Paris se tenait indifférent. Mon esprit a dérivé, non vers Richard, mais vers mon grand-père. Marcus Bernard avait été un titan à sa manière, un homme qui s'était fait tout seul et avait bâti un empire de la construction et des matériaux à partir de rien. Il était de la vieille école, un homme de poignée de main et d'intégrité, avec un œil perspicace pour les caractères qu'il avait rarement trahis. Lorsque la société Montaigne avait acquis sa société, Matériaux Bernard, il y a 10 ans, ce n'était pas parce qu'il échouait. C'était une fusion stratégique qui nous avait tous enrichis de manière exponentielle. Mais il n'avait jamais entièrement fait confiance aux Montaigne, surtout au père de Richard, un homme qu'il appelait une chemise en soie sans rien dedans. Il m'adorait. Lorsque j'avais annoncé mes fiançailles avec Richard, il avait été le seul à ne pas m'offrir immédiatement des félicitations enthousiastes. Il m'avait emmené déjeuner dans son vieux restaurant préféré, un endroit avec des boiseries sombres et des banquettes en cuir usé. Il est charmant, je lui concède cela, avait dit Marcus, faisant tournoyer la glace dans son verre de whisky. Les Montaigne ont toujours été charmants. C'est leur monnaie principale. Tu ne l'aimes pas, papy, avais-je demandé, le cœur serré. Ce n'est pas une question de l'aimer, ma chérie. C'est une question de le voir. Tu vois un prince. Je vois un homme qui n'a jamais manqué de rien dans sa vie. Des hommes comme ça, ils peuvent être négligents. Ils cassent les choses sans même s'en rendre compte parce qu'ils savent qu'ils peuvent toujours en acheter une nouvelle. Il avait tendu la main à travers la table et couvert la mienne de la sienne. Sa peau était tannée et forte. Je veux que tu sois heureuse, mais je veux aussi que tu sois protégée. Une semaine avant le mariage, il m'avait offert un cadeau. Pas des bijoux ou de l'art, mais une épaisse enveloppe de couleur crème scellée avec son cachet de cire personnel. N'ouvre pas ça, m'avait-il ordonné, ses yeux bleus sérieux. Mets le somewhere en sécurité. Mon avocat, maître Arthur Bertrand, a l'autre copie. J'espère que tu n'en auras jamais besoin. J'espère que ton prince est tout ce que tu crois qu'il est. Mais si un jour tu vois l'homme réel que tu as épousé, l'homme que je crains qu'il puisse être, tu ouvres ceci. Promets-moi. J'avais promis, touchée mais aussi un peu confuse. J'avais rangé l'enveloppe dans un coffre-fort bancaire et, dans le bonheur de mon nouveau mariage, l'avais complètement oublié. Jusqu'à maintenant. Clara, ai-je dit, ma voix soudainement claire et forte. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu ailles à ma banque. Dans le coffre-fort, il y a une grande enveloppe de couleur crème avec un seau de cire. J'ai besoin que tu me l'apportes,
et j'ai besoin que tu trouves un homme nommé Arthur Bertrand. Il était l'avocat de mon grand-père. Dis-lui. Dis-lui que c'est le moment. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Elle reconnut le changement dans mon ton. La victime avait disparu. La guerrière émergeait. « Considère que c'est fait, » a-t-elle dit, un sourire lent et prédateur se répandant sur son visage. « Oh, j'ai l'impression que ça va devenir très, très intéressant. » Pendant que Clara partait, j'ai regardé mon fils, Marcus. Je savais que les Montaigne pensaient avoir affaire à une jeune fille naïve et au cœur brisé qu'ils pourraient écarter avec un chèque. Ils pensaient avoir tout le pouvoir. Mais ils avaient oublié mon grand-père. Ils avaient oublié d'où provenait une partie importante de la base de leur propre entreprise, et ils n'avaient aucune idée que le fantôme de Marcus Bernard m'avait laissé une dernière arme dévastatrice. Mon grand-père m'avait mis en garde contre l'homme qui cassait les choses. Et maintenant, j'étais prête à leur montrer ce que ça faisait d'être cassé. Ma chambre d'hôpital s'était transformée en centre de commandement. L'odeur écœurante des lys funéraires de Cécile de Montaigne avait été remplacée par l'arôme riche du café fraîchement moulu. Clara avait installé un ordinateur portable sur la table roulante, et la pétition de divorce à couverture bleue était maintenant enterrée sous une pile de documents bien plus importants. Au centre de tout cela se trouvait maître Arthur Bertrand, un homme qui semblait avoir été sculpté dans le granit et le tweed. Il avait près de 80 ans, avec une chevelure blanche ébouriffée et les mêmes yeux bleus perçants que son défunt client, Marcus Bernard. Il dégageait une aura de compétence tranquille et inébranlable. Il a regardé mon nouveau-né endormi dans le berceau avec un doux sourire de grand-père avant de tourner toute son attention vers les affaires en cours. Il tenait les 2 enveloppes de couleur crème, la mienne avec son sceau brisé et sa propre copie identique. La page unique de papier épais filigrané reposait entre nous sur la table. Ce n'était pas un testament au sens traditionnel. C'était une déclaration de fiducie. Votre grand-père était l'un des hommes les plus astucieux que j'ai jamais connus, a dit maître Bertrand, sa voix étant un baryton rauque. Il a vu Richard de Montaigne pour exactement ce qu'il était. Un pan, tout en plume et sans substance. Il a tapoté le papier. Lorsque Matériaux Bernard a fusionné avec Société Montaigne, votre grand-père n'a pas accepté un simple rachat en espèces ou un échange d'actions standard. Il était plus intelligent que cela. Il a converti sa participation majoritaire, qui constituait à l'époque 40% des actifs manufacturiers de base de la nouvelle entité fusionnée, en une fiducie privée, la fiducie Héritage MB. J'écoutais, mon esprit s'emballant, se nourrissant de l'énergie calme de l'avocat. Je ressentais un lien avec mon grand-père si fort, c'était comme s'il était dans la pièce avec nous. Au cours de la dernière décennie, a continué maître Bertrand, la fiducie a été gérée par moi. Le bénéficiaire de ces bénéfices a été la société Montaigne elle-même, à la condition qu'ils maintiennent les usines de fabrication Bernard et leurs employés. C'était, à toutes fins utiles, une partie silencieuse et intégrée de leur portefeuille. Ils en bénéficiaient, mais ils ne la contrôlaient jamais. Mon beau-père et Richard croient que la fiducie est un élément permanent, une partie inattaquable de la structure de l'entreprise. Ils se trompent, s'est écriée Clara, se penchant en avant, les yeux écarquillés. Il se trompe, a confirmé maître Bertrand avec un sourire fin et sombre. Marcus a inclus une clause très spécifique, très personnelle. Il l'appelait la clause de caractère. Il a ensuite lu le document. Dans le cas où ma petite-fille Amélie est légalement mariée à Richard de Montaigne, le contrôle de la fiducie Héritage MB restera dévolu aux fiduciaires désignés. Cependant, si le dit mariage venait à être dissous pour quelque raison que ce soit, le contrôle total et irrévocable de la fiducie Héritage MB et de tous ses actifs passera immédiatement à ma petite-fille Amélie, à condition que la dissolution du mariage ait été initiée par Richard de Montaigne, dans des circonstances démontrant une violation claire et malveillante du contrat de mariage, y compris, mais sans s'y limiter, l'infidélité, l'abandon, ou la cruauté profonde. Ma respiration s'est coupée. Cruauté profonde, envoyer les papiers du divorce à une femme en plein travail. C'était comme si mon grand-père avait vu ce moment exact, cette trahison exacte, 10 ans à l'avance. Ils vous ont signifié des documents pendant que vous étiez en travail, a déclaré maître Bertrand, sa voix résonnant d'une froide fureur. Ils ont fait envahir la sainteté d'une salle d'accouchement par un avocat. Ils nous ont déjà fourni toutes les preuves dont nous avons besoin pour invoquer la clause. Au moment où vous signez ces papiers, Amélie, vous ne devenez pas juste une divorcée avec un règlement. Vous devenez l'actionnaire majoritaire de toute leur division manufacturière. J'ai regardé du visage déterminé de l'avocat à mon fils endormi. L'Empire Montaigne était bâti sur 2 piliers, la finance et la fabrication.
La division Bernard était le fondement de leurs actifs physiques, les usines, les chaînes d'approvisionnement, la partie réelle et tangible de leur entreprise. Sans elle, leur action serait décimée. Ils ne savent pas, ai-je murmuré, un sentiment de puissance vertigineux et terrifiant me traversant. Ils n'ont aucune idée que cela existe. Absolument pas, a dit maître Bertrand. Les documents de la fiducie sont scellés. Ils pensent qu'ils vous mettent simplement de côté. En réalité, ils vous donnent le couteau pour éviscérer toute leur entreprise. Un plan a commencé à se former dans mon esprit, clair et précis. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de vengeance. Il s'agissait de justice. C'était pour mon fils, Marcus, pour protéger son héritage de la famille qui avait essayé de le rejeter. Et c'était pour mon grand-père, pour honorer sa clairvoyance et sa foi en moi. Clara, ai-je dit, ma voix ferme. J'ai besoin que tu appelles le cabinet de relations publiques que j'ai utilisé pour le gala de l'alphabétisation des enfants l'année dernière. Le meilleur. Dis-leur que j'ai besoin d'une installation de presse complète. Microphone, caméra, influx en direct. Je ne veux pas publier une déclaration. Je veux en faire une. Où, a demandé Clara, déjà en train de taper sur son téléphone. Mon regard est tombé sur la fenêtre. J'aurais pu les faire installer dans une salle de bal d'hôtel, un bureau d'avocat. Mais ce n'était pas juste. Ce n'était pas une prise de contrôle d'entreprise. C'était personnel. Il s'agissait d'une mère et de son enfant. Ici, ai-je dit. Sur les marches de l'hôpital Saint-Louis. Quand je sortirai demain. Maître Bertrand a haussé un sourcil. C'est un geste audacieux. Ce sera un cirque. C'est le but, ai-je répondu, un noyau d'acier se durcissant en moi. Richard et Sophie voulaient contrôler la narration dans une conférence de presse d'entreprise stérile. Ils voulaient parler de séparation à l'amiable et de chemins différents. Ils voulaient m'effacer. Je ne les laisserai pas faire. Le monde ne verrait pas une victime brisée et en pleurs. Il verrait une mère. Ils me verraient tenant mon fils. Et ils entendraient la vérité. J'ai regardé Clara. Et trouve exactement quand est prévue la conférence de presse de Richard. Je veux que la mienne commence 15 minutes plus tard. Clara a souri d'une expression féroce et ravie sur son visage. Tu veux pirater leur diffusion? Je veux la brûler jusqu'aux fondations, ai-je dit. Je me suis ensuite tourné vers maître Bertrand. Pouvez-vous avoir tout préparé légalement d'ici demain? Ma chère, a dit le vieil avocat, ses yeux pétillants d'une lumière de guerrier. J'attends ce jour depuis 10 ans. Ce sera un plaisir insigne. Pendant qu'ils travaillaient tous les deux à coordonner l'assaut juridique et médiatique, j'ai pris mon fils. Je l'ai serré contre moi, son petit corps chaud contre le mien. Il était si petit, si innocent. Richard et Sophie l'avaient vu comme un pion à jeter. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de créer leur propre bourreau. Je ne serais pas le maillon faible. Je serais la boule de démolition, et je frapperais avec la force d'une épouse trahie, d'une mère protectrice, et de la fureur juste de Marcus Bernard lui-même. J'ai vu la salle du conseil d'administration de Société Montaigne à l'écran, une symphonie d'acajou poli, de cuir noir et d'acier brossé. Une rangée de caméras de télévision et une foule de journalistes remplissaient l'espace. J'ai vu Richard se tenir légèrement sur le côté, ajustant sa cravate en soie. J'ai vu Sophie se tenir à côté de lui, une vision d'élégance corporate. Ils étaient un couple puissant, prêt pour leur début. J'ai vu sa mère, Cécile, assise au premier rang. À précisément 14 heures, je les ai vus, Richard et Sophie, marcher jusqu'au podium. Les flashs des appareils photo ont éclaté. Bonjour, a commencé Richard, sa voix lisse et confiante, résonnant d'une sincérité apprise. J'ai entendu sa déclaration, soigneusement formulée, parlant de séparation mutuelle et amiable, de différences irréconciliables, de respect mutuel. Il m'a décrite comme une femme merveilleuse qui venait de lui donner un fils magnifique et en bonne santé, promettant de pourvoir à nos besoins. J'ai entendu son ton passer à celui du commandement, assurant que cette affaire privée n'aurait aucune incidence sur la force et la stabilité de Société Montaigne, et présentant Sophie Leclerc comme celle qui dirigerait une nouvelle phase de croissance dynamique. J'ai vu une journaliste des Échos lever la main et poser la question sur le moment de l'annonce, et j'ai entendu la réponse calculée de Richard sur la transparence et la discrétion. C'est alors que mon téléphone a vibré, puis celui de Clara. Le flux à l'écran s'est soudainement divisé. D'un côté, il y avait Richard de Montaigne, élégant et maîtrisé. De l'autre,
il y avait une nouvelle image, brute et infiniment plus convaincante. C'était moi. Je me tenais sur les marches de l'hôpital Saint-Louis. J'avais l'air pâle, épuisé et plus mince qu'on ne m'avait jamais vu. Je ne portais pas un tailleur de pouvoir, mais un simple manteau gris élégant sur une robe noire unie. Dans mes bras, enveloppé dans une couverture blanche douce, je tenais mon nouveau-né. Mon amie fougueuse, Clara Martin, se tenait protectrice à côté de moi, et à côté de moi se trouvait la figure imposante au visage de granit de maître Arthur Bertrand. Une forêt de microphones était regroupée devant nous. Le vent ébouriffait quelques mèches de mes cheveux sur mon visage, mais mon expression était d'une résolution absolue et inébranlable. J'ai vu le visage de Richard devenir livide. Le masque de calme de Sophie s'est fissuré, ses yeux écarquillés d'incrédulité et de fureur. Cécile avait l'air d'avoir vu un fantôme. La conférence de presse parfaitement orchestrée de Richard venait d'être spectaculairement piratée par moi. Je m'appelle Amélie et, ai-je commencé, ma voix basse, mais portée clairement par les microphones. Ce n'était pas la voix brisée et en pleurs que Richard avait imaginée. Elle était claire et ferme, empreinte de la volonté de faire d'une mère. Hier, j'ai donné naissance à mon fils, Marcus. J'ai mis l'accent sur mon propre nom de famille, un choix délibéré et puissant qui ne passa pas inaperçu. Ce fut le jour le plus beau et le plus douloureux de ma vie. J'ai continué, mon regard direct et inébranlable vers la caméra. Beau parce qu'il est venu au monde. J'ai baissé les yeux sur le bébé endormi dans mes bras, mon expression s'adoucissant d'un amour si féroce qu'il était presque palpable. Douloureux parce que pendant que j'étais en travail, mon mari, Richard de Montaigne, a envoyé un avocat à mon lit d'hôpital pour me signifier ceci. De ma main libre, j'ai tendu la main. Clara m'a donné le document légal à couverture bleue. Je l'ai brandi pour que toutes les caméras le voient. Les mots aux pétitions de dissolution de mariage étaient incontestables, même à l'écran. Mon mari, ai-je continué, ma voix gagnant en force, est actuellement dans sa salle de conseil en train de vous dire que notre séparation est à l'amiable, que c'était une décision mutuelle. C'est un mensonge. J'ai baissé les yeux sur les papiers dans ma main. Il m'offre également un règlement généreux pour que je m'en aille tranquillement, pour être effacé. Il a demandé ma signature sur ces papiers pour assurer un processus rapide et simple. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots suspendus dans l'air. Puis j'ai regardé directement la caméra, une reine guerrière s'adressant au monde. Et je vais lui donner ce qu'il veut. Clara a sorti un stylo. Devant le monde entier, avec les sirènes de la ville hurlant en arrière-plan, j'ai appuyé la pétition de divorce contre un classeur d'hôpital tenu par Clara et j'ai signé mon nom d'une signature ferme et délibérée. J'ai signé ces papiers, ai-je déclaré, ma voix retentissant. Notre mariage est, à toutes fins utiles, terminé, et en le faisant, j'ai rempli la dernière condition d'un instrument juridique mis en place il y a 10 ans par mon grand-père, Marcus Bernard. J'ai fait un signe de tête à maître Bertrand. Le vieil avocat s'est avancé vers les microphones, son expression sombre. Je suis Arthur Bertrand, conseiller juridique du défunt Marcus Bernard et fiduciaire de la fiducie Héritage MB, a-t-il annoncé. À compter du moment où madame a signé ses papiers de divorce, conformément à la clause de caractère de la fiducie établie lors de la fusion de Matériaux Bernard et de Société Montaigne, le contrôle total et irrévocable de 100% des actifs de la fiducie est maintenant passé à Amélie. J'ai vu le choc sur les visages des journalistes, j'ai vu le ticker boursier à l'écran derrière Richard commencer à chuter. La fiducie Héritage MB détient l'intégralité de ce qui était autrefois Matériaux Bernard, a expliqué maître Bertrand. En bref, il y a 10 minutes, madame est maintenant propriétaire de l'intégralité de la division fabrication et matériaux de la société Montaigne. J'ai vu Richard regarder, la bouche ouverte. Son visage était un masque d'horreur totale. J'ai vu Sophie. Son visage était un mélange terrifiant de rage et de panique. J'ai vu sa mère, Cécile. Son visage était figé dans un cri silencieux. Mon beau-père et Richard croyaient que la fiducie était permanente. Ils se sont trompés. L'Empire Montaigne était bâti sur 2 piliers, la finance et la fabrication. La division Bernard était le fondement de leurs actifs physiques. Sans elle, leur action serait décimée. Et je l'ai prise. Ils n'ont pas juste perdu de l'argent. Ils ont tout perdu. Le pouvoir, le prestige, l'héritage. Éviscérés en public par moi, la fille sérieuse qu'ils avaient si facilement écartée. À l'écran, j'ai resserré la couverture autour de mon fils. J'avais une dernière chose à dire. Richard de Montaigne et sa famille croient que les gens, comme les entreprises,
peuvent être acquis et liquidés, ai-je dit, ma voix perçant le bruit. Ils avaient tort. Mon fils et moi ne sommes pas une dette à radier. Nous sommes l'héritage, et nous ne serons pas effacés. Je me suis tourné, flanqué de Clara et maître Bertrand comme une garde royale, je suis retourné à l'intérieur de l'hôpital, laissant derrière moi un nuage en champignons de ruines financières et sociales. La chute n'a pas été une tempête. Ce fut un hiver nucléaire. L'action de Société Montaigne, qui avait commencé à chuter pendant ma conférence de presse, entra en chute libre. La négociation fut suspendue 2 fois avant la clôture, mais le mal était fait. À la fin de la journée, près de 60% de la valeur boursière de l'entreprise avait été anéantie. MON, autrefois un titan du CAC 40, était maintenant une action de quelques centimes en devenir. L'histoire était partout, une sensation virale qui transcenda les pages financières et explosa dans le grand public. C'était une histoire aux proportions bibliques, David contre Goliath, sauf que David était une jeune mère dans un manteau gris, et Goliath était un prédateur d'entreprise abattu par son propre orgueil. Le récit que Richard et Sophie avaient essayé de contrôler avait été réécrit par moi de la manière la plus dramatique imaginable. Ils n'étaient pas les marionnettistes. Ils étaient la risée. J'ai appris que pour Richard, les heures qui suivirent la conférence de presse furent un cauchemar surréaliste. Son téléphone sonnait sans cesse avec des appels de membres du conseil d'administration furieux, d'investisseurs paniqués et d'anciens alliés qui s'empressaient maintenant de se distancer de l'odeur radioactive de son nom. La famille Lefebvre, dont l'accord avait été le prétexte de sa trahison, a publié un communiqué public succinct annonçant qu'elle reportait indéfiniment ses discussions d'acquisition, invoquant des préoccupations concernant l'instabilité et un manque de leadership éthique au sein de Société Montaigne. C'était un coup de poignard public, tordu avec délectation. J'ai appris que lui et Sophie s'étaient réfugiés dans son Penthouse, scène de leur célébration triomphale la veille. Maintenant, il ressemblait à une tombe. Les flûtes à champagne étaient toujours sur le bar, se moquant d'eux. J'ai appris que Sophie lui avait hurlé de tout arranger, qu'elle faisait les 100 pas comme un animal en cage, son téléphone serré dans la main alors qu'elle regardait son propre avenir soigneusement construit se dissoudre. Appelle-la. Offre-lui n'importe quoi. On va la racheter. J'ai appris que Richard lui avait crié en retour, faisant un geste sauvage vers la télévision où une présentatrice de nouvelles financières disséquait joyeusement leur éviscération corporative. Elle possède les entrailles de l'entreprise. Les banques rappellent nos prêts. Nos lignes de crédit ont été gelées. Nous n'avons rien à lui offrir parce qu'elle a déjà tout pris. C'est ta faute, Sophie accusa, se retournant vers lui, ses yeux flamboyants de haine. Toi et ta famille stupide et arrogante. Vous l'avez sous-estimé. La petite souris que tu l'as appelée. Je l'ai sous-estimée? C'est toi qui as planifié le timing. C'est toi qui as dit de la frapper quand elle était faible, répliqua Richard. L'accusation avait un goût de cendre dans sa bouche. Leur partenariat bâti sur une soif partagée de pouvoir s'est effondré instantanément sans elle. Ils se sont tournés l'un contre l'autre avec la férocité sauvage de loups affamés. Leurs récriminations et leurs insultes ont résonné dans le vaste appartement vide. Ce n'était plus une équipe. C'étaient 2 rats se battant pour la dernière miette d'un navire en train de couler. J'ai appris que le destin de Cécile de Montaigne fut plus silencieux, mais non moins dévastateur. La société de la vieille richesse qu'elle avait dirigée d'une main de fer lui a fermé ses rangs. Les invitations à déjeuner ont cessé. Ses appels aux femmes des autres membres du conseil d'administration tombaient sur la messagerie vocale. Elle était une paria. Le nom Montaigne, autrefois une clé ouvrant toutes les portes à Paris, était maintenant une marque d'infamie. Elle avait été détrônée non par une matriarche rivale, mais par moi, la fille qu'elle avait jugée trop douce, la petite fille du bâtisseur. Pendant ce temps, dans une suite tranquille d'un grand hôtel parisien, que maître Bertrand m'avait réservé ainsi qu'au bébé, je construisais un nouveau monde. La chambre n'était pas remplie d'appels paniqués, mais de travail calme et concentré. Des analystes financiers fidèles à maître Bertrand me briefaient. Des avocats rédigeaient des documents. Clara prenait les appels, agissant comme une gardienne féroce et efficace. J'étais assise dans un fauteuil près de la fenêtre, berçant Marcus, qui dormait paisiblement contre mon épaule, inconscient de l'empire corporatif qui reposait désormais sur ses petites épaules. Je n'étais pas euphorique ou triomphante. Je ressentais un sentiment profond et las de justice. Je n'avais pas cherché cette guerre, mais j'étais déterminé à la gagner. 2 jours plus tard, une réunion d'urgence de ce qui restait du conseil d'administration de Société Montaigne fut convoquée. Ce fut une courte réunion. Richard,
dépouillé de son pouvoir et de son autorité, fut voté pour être destitué de son poste de PDG et retiré du conseil à l'unanimité. Il reçut un package de départ dicté par les statuts de l'entreprise, une bagatelle comparée à la fortune qu'il avait perdue. Son remplacement fut annoncé 1 heure plus tard. Agissant sur une motion soumise par le nouvel actionnaire majoritaire de l'entreprise, le conseil avait voté pour m'installer, Amélie, comme nouvelle présidente du conseil d'administration de Société Montaigne. Ce fut le renversement ultime de fortune. Je n'étais plus l'épouse rejetée. J'étais la reine qui avait pris le château. Mon premier acte en tant que présidente ne fut pas un acte de vengeance, mais de restauration. J'ai publié un communiqué de presse, non depuis les marches d'un hôpital, mais sur du papier à en-tête officielle de l'entreprise. Il était calme, professionnel et décisif. J'ai annoncé que la division fabrication, désormais sous mon contrôle direct, serait rebaptisée Groupe Manufacturier Bernard, opérant comme une filiale clé de la société mère. J'ai garanti tous les emplois et les retraites dans les usines Bernard, gagnant l'allégeance féroce instantanée de milliers d'employés. J'ai annoncé que je faisais venir une nouvelle équipe de direction respectée pour stabiliser l'entreprise et que ma première priorité était de restaurer la valeur actionnariale par une gouvernance éthique et transparente. Le marché a réagi favorablement. Le drame terminé et une dirigeante claire et compétente à la barre, l'action a commencé à remonter lentement. Le chemin fut long, mais l'hémorragie s'était arrêtée. 1 semaine plus tard, une seule lettre, corrigée, m'est parvenue à l'hôtel. Elle venait de Richard. C'était une supplique décousue et pathétique, pleine d'apitoiements et de reproches. Il écrivait son amour pour moi, l'influence empoisonnée de Sophie, son profond regret. Il me suppliait d'une seconde chance, d'un moyen de reconstituer notre famille. Je l'ai lu d'un trait, mon expression illisible. Puis je suis allé vers le bureau où Clara travaillait. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement déchiré la lettre en 2, puis en 4, et j'ai laissé tomber les morceaux dans la corbeille à papier. Le passé était un fantôme. Il n'avait aucun pouvoir ici. Mon regard est tombé sur mon fils, gazouillant dans son berceau. Mon monde ne tournait plus autour d'une romance ratée ou d'une trahison amère. Il tournait autour de lui. Il s'agissait de bâtir un héritage dont il pourrait être fier, un empire fondé non sur l'arrogance et la cruauté, mais sur la force et l'intégrité de son arrière-grand-père, Marcus Bernard. J'ai regardé par la fenêtre la ville que je tenais maintenant dans la paume de ma main. Les Montaigne avaient pensé que je n'étais qu'un joli chapitre de leur histoire. Ils n'avaient jamais réalisé que j'étais le livre entier, et que j'arrivais juste à la bonne partie.